Après l'énorme succès critique et commercial de Blanche-Neige et les 7 nains, qu'on a abordé il y a 2 semaines, le défi était le même qu'après n'importe quelle première réussite. Confirmer. Plutôt faire comme Tarantino après Reservoir Dogs que Richard Kelly après Denis Darko. Même si j'ai beaucoup de tendresse pour Southland Tales et son casting totalement improbable. Mais je m'égare. Parce qu'on parle pas de Richard Kelly là, mais de Walt Disney. Tellement acharné qu'à peine Blanche-Neige sortie, il y trouvait des défauts. Il avait des choses à redire sur l'animation de telle ou telle séquence. En même temps, ils avaient tellement appris en bossant sur leur premier long métrage que ce qui avait été fait en début de production leur semblait déjà daté à la fin. Alors, pour ce deuxième film, Walt ne veut qu'une chose. La perfection. Il a été initialement prévu que ce deuxième film soit Bambi. Mais Walt le sentait pas. Il ne voyait pas comment aborder le film, comment construire l'histoire. Il choisit alors de se lancer dans Pinocchio, roman italien pour enfants datant des années 80. 1880, hein. Publié à la base sous forme épisodique, le livre de Carlo Collodi est l'un des plus traduits de l'histoire, et était, même avant d'être adapté au cinéma, connu dans le monde entier. Aujourd'hui, tout le monde connaît Pinocchio, et tous les enfants du monde ont déjà entendu au moins une fois dans leur vie « ton nez s'allonge » après avoir menti à leur mère. Les adaptations sont nombreuses, des plus simples aux plus étranges en passant par celle-ci, que j'ai vu petit et qui hante encore mes nuits les plus sombres, et celle-là. Enfin, même si dans le tas il y a des choses très intéressantes, comme l'influence de l'œuvre sur Intelligence Artificielle, projet de Kubrick finalement réalisé par Spielberg, on va rester concentré sur la version la plus connue, sortie durant une belle année plutôt calme, en 1940. Le film commence en chanson, avec le célèbre « Quand on prit la bonne étoile », devenu l'hymne de Disney avec le temps. Et quand on y pense, on se dit que la chanson représentative du studio devait être chantée par une princesse ou un héros, mais non. Elle est chantée par un criquet. Ou un grillon, enfin par lui quoi. Il ouvre lui-même le fameux livre caractéristique du genre et débute la narration. À propos de livre, vous avez vu ça? L'histoire vous la connaissez, mais on va quand même revenir dessus un peu. Geppetto est un vieux charpentier, bricoleur, faisant du bois à peu près n'importe quoi. Un soir, il fait un vœu à la bonne étoile, à haute voix, hein. C'était la mode à l'époque. Et sa dernière création, Pinocchio, une marionnette, prend vie. Mais la fée bleue ne le transforme pas en vrai petit garçon directement, lui expliquant que c'est quelque chose qui se mérite, qu'il doit se montrer digne de l'être. Elle lui attribue aussi une conscience. Le fameux criquet grillon qui passait par là juste pour se réchauffer le cul, Jiminy. Alors j'ai déjà 2 questions. 1. Pourquoi il l'appelle Pinocchio alors que ni Figaro son chat, ni Cléo son poisson rouge n'aiment le nom? Ou en tout cas, pourquoi il leur demande leurs avis alors qu'il s'en fout clairement? Et de 2, à ce moment-là, pourquoi il a besoin de sa montre? Passons. Pinocchio se réveille, Jiminy devient sa conscience, lui explique très mal la différence entre ce qu'il faut et ne faut pas faire, Geppetto est content, ils font la fête 2 minutes avant que Pinocchio ne décide de foutre le feu à la baraque, histoire de montrer que sa curiosité va lui causer des ennuis, puis ils vont se coucher. Parce que c'est ce que tu fais quand ta marionnette vient subitement de prendre vie. Oui. Le lendemain matin, Pinocchio part à l'école, et encore une fois j'ai tellement de questions. Pourquoi Geppetto a un livre de cours? Pourquoi il laisse un pantin vivant partir seul à l'école? Pourquoi il doit aller à l'école alors qu'il est né il y a 10 heures? Est-ce qu'il doit pas être inscrit avant? Comment est-ce que Pinocchio va faire pour suivre si les cours ont déjà commencé depuis des mois? Et surtout, comment il connaît le chemin? En route vers l'école, bien sûr, ça tourne mal. Pinocchio croise Grand Coquin, sacré nom, et Gédéon, putain, qui, pas vraiment étonné de voir se balader un pantin dans la rue, en même temps tu t'attends à quoi de la part d'un renard avec une canne et d'un chat avec un chapeau, lui disent qu'aller à l'école, c'est une perte de temps. Et qu'il peut devenir célèbre très vite s'il rejoint le cirque de Stromboli. Et bien sûr, il les suit avec joie. Mais oui, mais en même temps, il existe depuis même pas un jour, vous croyez quoi, vous? Et il est où le Jiminy, là? Mec, t'as littéralement un job, et t'arrives à foirer. Oh well. Chez Stromboli, il chante, il danse, il est applaudi, il gagne même un sou. Quel succès! Il est impatient de rentrer chez lui raconter ça à Geppetto. Mais c'est mal connaître Stromboli, qui lui demande de rester gentiment. Retrouvé par un Jiminy toujours aussi inutile, il est sauvé par la fée, malgré qu'il se soit retrouvé dans cette situation tout seul, et qu'il lui ait, en plus, menti. Elle est sympa quand même. Fun fact. Quand on pense à Pinocchio, on pense toujours à son nez qui grandit quand il ment. Et pourtant, dans cette version, ça n'arrive qu'une seule fois. Ici donc. Après s'être fait sermonner et libérer, cette fois c'est sûr, il y va à l'école. Et puis, sa conscience est avec lui alors, tout va bien. Mais Jiminy se comporte comme un enfant de 5 ans et décide de jouer à « c'est moi qui vais arriver en premier ». Il court plus vite que lui, et ne le voit pas se faire encore une fois attraper par Coquin et Gédéon.
envoyé cette fois-ci par un cocher anglais, qui est sans doute le diable incarné et ferait passer les 2 premiers méchants pour des fillettes. Après quelques tours psychologiques astucieux, lui faisant croire qu'il a besoin de vacances, le pantin accepte encore de les suivre. Direction cette fois, la charrette du cocher, pleine d'enfants dessinés par Tom Ska, apparemment, qui les emmène sur l'île enchantée. Sur cette île, tout est permis. Boire, fumer, se battre, tout casser. Y a pas d'école, pas de police, et surtout, ça sent absolument pas l'embrouille. Après avoir bu et fumé à l'âge totalement légal de 2 jours, il envoie chier sa conscience, puis, il voit son nouveau meilleur ami se transformer en âne, et lui-même recevoir une queue et des oreilles. Dehors, les enfants fraîchement transformés sont envoyés dans les mines et les cirques. La putain de joie! Prévenus par Jiminy, ils s'enfuient, rentrent, mais la maison est vide. Et ils apprennent, grâce à une lettre envoyée par la fée bleue sous la forme d'un oiseau, parce que pourquoi pas après tout, que Geppetto est parti chercher Pinocchio et a fini au fond de la mer, avalé par la baleine Monstro. Une fois au fond de la mer, ils prennent une plombe à trouver Monstro parce qu'apparemment c'est, pour les poissons, l'équivalent de Voldemort. Pinocchio se fait enfin avaler, Geppetto embrasse un poisson, ils font un feu, Monstro les recrache, il s'échoue sur la plage et le petit bonhomme en bois est mort. Allez, à dans 2 semaines. Bon, de nouveau c'est Disney, et puis il y a la fée bleue qui résout tout. Et de toute façon, comment ça peut mourir une marionnette? Pas besoin de manger, de boire, de respirer. Grâce au sacrifice qu'il fait pour sauver son père, ayant appris de ses erreurs, la fée oublie toutes ses conneries, et il est ressuscité. Comme Blanche-Neige en moins nécrophile et plus mérité. Et il est transformé en vrai petit garçon. Ce qui permet à Geppetto de sortir une dernière fois son humour caractéristique du « je réagis pas assez rapidement quand Pinocchio me parle ». Tout le monde est content, Jiminy a une grosse étoile sur la poitrine, et c'est fini. Et ouais, c'était excellent. Passer après Blanche-Neige et son succès international, ça n'allait jamais être facile. Mais dès les premières visions de presse, les journalistes ont dû, limite, inventer des nouveaux adjectifs pour faire comprendre que c'était encore mieux que Blanche-Neige. Malheureusement, le succès public ne sera pas au rendez-vous. La faute au thème plus adulte, au côté plus européen du métrage, et peut-être ou surtout à cause d'un petit Autrichien qui avait foutu une merde pas possible dans notre partie du monde, repoussant la sortie du film dans la plupart des pays du vieux continent à 1946. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, beaucoup d'amateurs du genre et d'animateurs bossant actuellement chez Mickey considèrent Pinocchio comme l'un des plus grands classiques Disney de tous les temps. Walt voulait la perfection, et au niveau visuel, on en est quand même pas loin. Là où Blanche-Neige avait quelques passages un peu moyens, ici, rien de tout ça. Une armée d'animateurs se sont relayés pour créer ce qu'on voit à l'écran. Et beaucoup d'entre eux, encore jeunes à l'époque, font maintenant partie des 9 sages de l'animation Disney. Le Mont Rushmore du dessin animé, si vous voulez. Chacun des personnages importants a eu droit à son dessinateur attitré. Ce n'était pas le même gars qui s'occupait de Pinocchio, Geppetto, Figaro, Grand Coquin ou Jiminy Cricket. Par exemple, dans cette scène, c'est Fred Moore, Walt Kimball et Milt Kahl qui travaillent ensemble pour arriver à ce rendu totalement homogène. Et, à la différence de Blanche-Neige, qui avait visuellement, en termes de personnages marquants, on va dire les 2 versions de la reine et les nains, c'est-à-dire 3 styles distincts, ici, ils ont tous leurs pattes propres. Enfin, sauf encore une fois le personnage le moins caricatural, le plus proche de l'humain, la fée bleue. Elle vous semble familière? C'est normal. Elle est dessinée depuis le même modèle que Blanche-Neige, à savoir l'actrice Marjorie Belcher. Et cette attention au détail est la même dans tous les compartiments. Les plans larges sont faits par des spécialistes, un gars a passé des mois juste à animer des vagues et des bulles pour les séquences de fin, ils ont amélioré le système de la caméra multiplane pour donner des effets de profondeur verticaux et horizontaux. Et puis, respect à Kimball, pour avoir fait d'un insecte comme ça, le criquet sympa que tout le monde connaît. Et c'est pas que visuellement. Toute la production a été réfléchie pour avoir un produit final le plus réussi possible. Rien n'a été laissé au hasard. Et la moindre chose qui ne plaisait pas à Walt devait être travaillée. Parfois totalement. Au départ, ayant, de leur propre aveu, trop pris la confiance après le succès de Blanche-Neige, ils se sont lancés dans le design et la personnalité de leur personnage principal. Lorsque Disney a vu le résultat, ça lui a pas plu du tout. La marionnette ressemblait trop à une marionnette, ne transmettait pas assez d'émotions et le caractère de Pinocchio, trop proche du livre, le rendait complètement antipathique. Il faut savoir que dans le bouquin, Pinocchio est vraiment un sale gosse. Le genre à se foutre de Geppetto dès qu'il lui a sculpté une bouche, à lui voler sa perruque dès qu'il a eu des mains, et à tuer Jiminy 2 minutes après leur rencontre. Oui, chez Collodi, Jiminy Cricket est tué par Pinocchio. Ah, et Pinocchio était censé mourir pendu aussi. Parce que les contes, c'est merveilleux! Ils ont donc repris le boulot, lissant le personnage physiquement, le rendant plus enfantin, plus humain, tout en lui laissant ses traits de pantin, et ont transformé son arrogance en curiosité de gamin, en pure innocence. Ce qui le rend attachant, même si parfois on peut pas s'empêcher de dire « Mais petit con, va à l'école et arrête de suivre n'importe qui !» Et enfin, on ne peut pas imaginer le film sans sa partie sonore, omniprésente, millimétrée, apportant tellement au tout. Toutes les chansons ne sont pas cultes, même si la bande-son sera doublement oscarisée, mais le score dans son ensemble est ce que les classiques Disney ont proposé de mieux. Et dans le making-of,
Ils disent même avoir inventé le son de la magie. J'ai beaucoup lu et entendu que le film avait traumatisé pas mal de monde, et qu'ils n'avaient pas un excellent souvenir aujourd'hui à cause de ça. Que c'était trop sombre pour eux, qu'ils ne montreraient pas ça à leurs enfants. Et oui, c'est clair que si pour vous, le fait de demander à un chasseur de ramener le cœur d'une jeune fille dans une boîte, c'était déjà limite, Pinocchio hausse encore le ton de la noirceur, mais bien. Abordant le travail forcé, l'enlèvement d'enfants, la manipulation des plus faibles, les assassinats rémunérés, la drogue, l'alcool, la violence, la séquestration, la transformation d'enfants en ânes. Ouais, waouh. Énuméré comme ça fait beaucoup pour un film d'1h25, d'accord, mais, il n'en est pour moi pas moins un film essentiel qui, malgré ses aspects qui pourraient faire peur aux plus jeunes, mérite d'être montré aux enfants, en ajoutant peut-être du contexte, en leur expliquant la symbolique de certains passages, des trucs tout cons comme ne pas suivre un inconnu même si ce qu'il te propose semble super intéressant, ou bien que... Se droguer c'est mal, il ne faut pas vous droguer. Je crois que cette réaction... est une des raisons qui fait que je ne fume pas. Ce qu'il y a de plus intéressant quand on revoit un Disney en tant qu'adulte, je trouve, c'est d'y retrouver toutes les significations, les sens profonds de certaines phrases, actions, personnages. Et Pinocchio regorge de symbolique. Il y a l'évident, le mensonge, grandissant tellement qu'il devient impossible à cacher, comme le nez au milieu de la figure. Ou qu'une conscience sans expérience, ça sert pas à grand chose. Ou encore le fait que les gens qui choisissent la vie facile, faite de pillage, d'alcool, de drogue et de bagarre, sont condamnés à travailler pour les autres et à être exploités par la société. On ne peut pas non plus passer à côté de l'idée que le fait que Pinocchio soit une marionnette n'est pas innocent, puisqu'il passe presque tout le film à être contrôlé par la volonté des autres. Puis, il y a les théories un peu plus tirées par les cheveux, comme quoi Pinocchio serait une représentation de l'éveil sexuel avec une conscience souvent tournée vers le sexe opposé. Je veux dire, quand même, assez souvent, putain, Jiminy, tu vas te calmer le slip. Et puis, comme le dit très bien une autre affiche, enfin voilà, moi je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Au final, oui, c'est pas toujours très marrant, Pinocchio. Mais avec du recul, et en considérant que 20 ans plus tôt les dessins animés ça ressemblait à ça, c'est encore une fois, après Blanche-Neige, un tour de force magistral. D'une beauté rarement dépassée, aux thèmes plus sombres et aux enjeux plus grands que juste « je veux être la plus belle ». On est plus sur l'importance de l'éducation, suivre le droit chemin, ne pas céder aux tentations. Et c'est ce qui fait que le film a pour moi toute sa place dans la liste des classiques, non seulement de Disney, mais aussi du cinéma en général. Ah oui, je vais commencer à noter les films aussi, pour que vous ayez une idée de comment mes louanges et critiques se traduisent en chiffres. Alors, qu'on soit clair, c'est subjectif, je ne me considère pas comme un expert, ni critique renommé, j'ai juste toujours aimé noter mes films, alors autant partager ça avec vous. Pour info, même si je reconnais son importance et son influence, je suis pas un énorme fan de Blanche-Neige, et le film vaut pour moi un 6 sur 10. Pour ce qui est de Pinocchio, qui m'intéresse et me captive beaucoup plus pour plein de raisons que je viens de citer, je lui donne un 8 sur 10. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter en disant par exemple quelle note vous donneriez à Pinocchio ou Blanche-Neige, ou quel film autre que Disney vous aimeriez me voir analyser dans une prochaine vidéo. On se retrouve dans 2 semaines pour Fantasia, alors si vous voulez pas rater ça, abonnez-vous. Ciao!